Ça marche, oui. Mesdames et messieurs, chers collègues, donc on va commencer notre assemblée générale, si vous le voulez bien. Ben voilà Véronique. Donc on va attendre qu'elle arrive. Voilà, donc on a décidé de faire notre réunion à 18h30, heure d'hiver, mais nous voyons aujourd'hui qu'il fait beau. Donc c'est vrai que ça ne ressemble pas à une heure d'hiver. Bon, on a voulu tenter le coup. Si plusieurs d'entre vous nous disent que c'est trop tôt, on peut revenir à 19h, il n'y a pas de souci. Hein, on verra ça dans les discussions qui viennent. Vous pouvez nous faire remonter vos remarques par mail et on en tient compte. Donc, avant d'ouvrir notre assemblée générale, je voudrais tout d'abord vous faire part du regret et de la tristesse que nous avons eu au cours de ces vacances dernières, puisque nous avons perdu l'un de nos collègues, Jean Canda, Jean-Louis en fait, qui dit Jean, qui était maire de Vauvrecourt et qui a aussi été vice-président de la communauté de communes de la région de Bapaume. Donc Jean a fait donc 2 mandats avec nous, avec Jean-Paul Delevoye, avec quelques-uns d'entre nous. Et nous voulons aujourd'hui, bien entendu, saluer sa mémoire et penser aussi à sa famille et saluer la commune de Vauvrecourt qui a perdu l'un de ses bâtisseurs. Période Covid, deuxième point. Donc moi j'ai enlevé le masque pour parler, les distances sont respectées. On a retenu cette grande salle. À la fin, bon, malheureusement nous ne pourrons pas prendre le pot de l'amitié. J'espère que tout ça passera vite et que pour que l'on puisse retrouver ces moments de convivialité qui nous vont si bien et au cours desquels on peut effectivement faire connaissance, puisqu'on ne se connaît pas encore tous, et aussi discuter de choses et d'autres et aussi de problèmes communautaires. Parlant du Covid, donc je voudrais excuser notre vice-président Daniel Bouquillon qui a fait le test et qui est en attente de résultats. Bon, a priori ça va, mais il a préféré, donc après en avoir discuté avec moi tout à l'heure, il a préféré ne pas venir ce soir. Excusez aussi Daniel Tabary qui n'est pas là ce soir. Jacques Morer, M. Wellel. Et puis je voudrais que l'on ait aussi une pensée particulière pour l'une des nôtres, Maryse Garin, qui est conseillère municipale à Bapaume et qui vient de perdre son mari, les obsèques ayant lieu demain. Information Covid, ça a un rapport avec le centre de loisirs, donc je vous donne l'information. Cet après-midi, nous avons décidé de suspendre le travail de nos salariés communaux et certains communautaires au niveau de la commune de Bapaume après donc la déclaration d'un cas Covid samedi. Donc pour l'instant, les personnes qui vont être testées sont des personnes contact. Mais en attendant les résultats des tests qui ont lieu aujourd'hui et qui auront lieu demain, nous avons préféré fermer à Bapaume notre cantine et notre garderie, et ceci donc jusqu'à nouvel ordre. Hein. S'il n'y a pas de cas Covid, effectivement, on va ouvrir et on rouvrira rapidement, mais on sait déjà que demain, il n'y aura pas de cantine et de garderie, et que par ricochet, mercredi, il n'y aura pas de centre de loisirs ici à Bapaume. Donc on espère reprendre le cours de la vie normalement après. Au titre des informations aussi, nous avons eu une réunion avec Véronique Thiébaut lundi dernier en préfecture, où nous avons été reçus par le secrétaire général, le sous-préfet Castagnier, concernant notamment l'érosion des sols, les coulées de boue. Le dialogue a été fructueux, positif, et l'État devrait pouvoir nous aider pour mettre en place cette action au niveau du territoire,
avec le sous-préfet, il espère une mise à disposition d'une personne au niveau de la Chambre d'agriculture pour travailler localement avec les agriculteurs, une sensibilisation aussi auprès de nous, les élus, notamment concernant la gestion de nos eaux pluviales, et probablement également donc des dotations qui permettront, lorsque l'on fera des travaux de voirie, d'avoir une attention particulière sur la réception des eaux. Donc la DETR pourra appuyer un certain nombre de dossiers de voirie qui pourront traiter en même temps l'eau. Donc réunion intéressante. Enfin, dernière information qui n'a rien à voir avec la précédente, liée au Covid. Vous l'avez vu comme moi, le congrès départemental des maires du Pas-de-Calais est annulé cette année. Il devait avoir lieu au début du mois d'octobre. Compte tenu des conditions, il est annulé. Il y a tout lieu aussi de penser que le congrès national sera annulé. Voilà. Alors, dans un premier temps, si vous le voulez bien, on va passer à l'approbation des procès-verbaux des réunions des 23 juin et 10 juillet 2020. Est-ce qu'il y a donc des réactions par rapport à ces comptes rendus? Oui. Oui, Président. Trois observations sur ce compte rendu. C'est le premier compte rendu. Celui du 23. Oui. 23, exactement. Première chose, j'avais attiré votre attention sur le rapport d'activité de la Société des animaux, la SDA, notamment d'Estourmel. Estourmel, oui. Je ne sais pas si vous avez pu progresser sur cette question. Moi j'ai progressé au niveau de ma pomme parce que j'ai été interpellé 4 ou 5 fois dans les vacances pour des chiens errants et on m'a amené des chats à garder la semaine dernière. Donc je les ai vus pas mal de fois. Donc ils sont vraiment utiles, ça je peux vous le dire, parce que j'en ai eu besoin au moins à 5 reprises au cours des mois de juillet et août à ma pomme, à condition de capturer les animaux. Oui, alors allez-y, hein, voilà. C'est pas sur l'utilité même, je pense qu'il est intéressant de savoir. Oui, pour qu'il vienne nous donner un compte rendu, M. Dubois, il faut retenir ça et on aura l'occasion de faire. Mais moi, je peux vous dire, en tout cas, qu'en tant que maire de Bapaume, je m'en suis servi, entre guillemets, et fort opportunément et plusieurs fois. On s'en sert tous. Ouais. Allez-y. Deuxième observation, sur bien sûr, question récurrente de ma part. Si je peux me permettre, M. Alice, là, on est sur un compte rendu donc de réunion. Donc, le compte-rendu de réunion consiste à relater des propos qui ne pourraient pas être, d'après vous, fidèles à ce qui s'est dit. Hein, parce que vous anticipez déjà sur un sujet qui est à venir, effectivement, ça c'est plutôt une question diverse. La première question que vous avez posée, non mais pour qu'on ne se méprenne pas sur les interventions. Votre première intervention est plutôt une question diverse pour savoir si effectivement avec Estourmel on a pris des contacts. Mais ça ne remet pas en question le compte-rendu qui a été effectué par M. Dubois, on est bien d'accord. L'observation qu'il y a peut remettre en question dans ce cas-là, Président. Bon, on va regarder. Oui, surtout l'écouter. C'est concernant la fiscalité éolienne, où il est précisé dans le compte-rendu que l'intercommunalité n'a pas le pouvoir de modifier la loi fiscale. Alors là, je suis un petit peu surpris, parce que nous sommes partis il y a 6 ans. Il y a 6 ans. De l'ère de Levoix, où il y avait 20% d'attribués aux communes d'accueil des éoliennes. Pour arriver, un peu moins de 6 ans, à une remise en cause et où l'intégralité du bloc communal, au travers de l'EPCI, percevait ces 70%. Donc, l'intercommunalité a bien la main sur la clé de répartition de la taxe IFR pour les 70% dédiés au bloc communal. Je peux peut-être me tromper. On va regarder, parce que vous êtes sensible au problème, à la façon dont a été tourné le compte-rendu, et on le reverra. Mais la loi, c'est la loi, et après, effectivement, depuis 2000, enfin, on va refaire le débat, depuis 2019, la loi a changé, puisque les communes peuvent retrouver effectivement une part de cette dotation IFER, donc à raison de 20%. Donc c'est ça certainement que M. Dubois voulait dire. Sur la fiscalité éolienne, le premier schéma de fiscalité était le suivant, c'était donc 50% pour l'intercommunalité. À partir du moment où l'intercommunalité
avait une fiscalité professionnelle unique, 20% pour les communes et 30% pour le département. Ça, c'était le premier schéma. C'était le schéma qui a prévalu pour tous les projets qui ont été réalisés avant 2012. Ensuite, il y a eu un deuxième schéma qui a été adopté dans lequel les communautés de communes qui avaient une fiscalité professionnelle unique recevaient les 70% de la fiscalité. Et donc, quand la fusion des communautés de communes est intervenue le 1er janvier 2013, c'est ce schéma qui a été opté au niveau de l'intercommunalité du Sud-Artois. Depuis, je dirais, la loi de finances de 2019, les projets qui s'installeront et qui seront mis en service à partir de l'exercice 2020, on revient sur l'antériorité, c'est-à-dire 20% départements, 30% départements, 50% communauté de communes et 20% communes. On ne revient pas sur l'antériorité en principe, sauf à changer l'antériorité. Mais la règle s'applique à partir de 2019. La loi, ça c'est la loi. Après, ça sera à nous de voir. Mais on va avoir une discussion, je vous l'ai dit, donc au cours certainement du début de l'année prochaine, on va avoir une discussion sur les finances et sur la fiscalité intercommunale. Donc on aura l'occasion de débattre de tous ces sujets. Hein? Ok, allez-y. Alors, troisième observation. Troisième observation, je ne sais plus si c'est une question d'actualité ou pas. J'allais vous poser la question, il y avait une prime de dédiée aux agents, une prime, oui. On va l'appeler comme ça. Oui. Est-ce que vous pourrez nous dresser un bilan? Mais c'est une question, c'est pareil, c'est une question diverse. Et on verra après dans le règlement intérieur comment on pose des questions diverses. Mais en tout cas, puisque vous posez la question, je ne vais pas la remettre tout à l'heure, sinon ça va être un peu récurrent, ça va être un petit peu redondant, pardon. Et donc, il y a eu, le groupe s'est réuni avec des représentants des salariés. Donc une position a été arrêtée qui doit donc être entérinée. J'ai encore eu Daniel Bouquillon à ce sujet tout à l'heure lorsqu'il m'a appelé pour me dire qu'effectivement il allait falloir communiquer par rapport à ça. Okay. Mais donc qu'on fasse... je veux dire, c'est utile pour tout le monde de savoir que le compte rendu, c'est comment dirais-je, c'est par rapport à la fidélité des propos relatant la réunion précédente. Parce que sinon, le problème, et moi je l'ai déjà dit au cours de différentes réunions, si vous recevez les mêmes problèmes au cours de l'assemblée qui vient, je veux dire, on n'en finit pas, quoi. Donc c'est bien une question d'écriture, le compte rendu. Et ça n'est pas une question de remise en question d'un dialogue. Ok? Merci en tout cas à vous. Je vous demande d'approuver ces deux procès-verbaux. Avis contraire, abstention. Merci beaucoup. Alors nous allons discuter et prendre connaissance du projet de règlement intérieur que vous avez reçu. Je vais essayer d'alléger en tout cas la lecture. Je vais essayer de résumer un peu ce qui est présenté dans ce règlement intérieur que vous avez eu l'occasion de recevoir et que vous avez certainement lu. Au chapitre 1, il est question de la période, concernant les réunions du conseil communautaire, il est question de la périodicité des séances. Bon, il n'y a rien de nouveau, puisqu'il est précisé que les séances ont lieu au moins tous les 3 mois, et parfois plus, vous le savez, il y en a en fait plus que cela. Les convocations, donc elles vont être, la nouveauté, c'est que les convocations maintenant vont être adressées par numérique. Un certain nombre d'entre vous ont déjà reçu des tablettes. Moi, je n'ai pas encore, mais j'ai vu que certains avaient reçu une tablette. Donc, tout ça va être dématérialisé et vous pourrez venir avec votre tablette aux réunions communautaires. Les convocations envoyées 5 jours francs avant la séance, ce n'est pas nouveau. Alors, les communes qui sont représentées par plus d'un conseiller communautaire titulaire au conseil de communauté ne dispose pas de conseiller communautaire suppléant. Donc pour ces communes, le conseiller communautaire titulaire absent n'aura pas d'autre alternative pour se faire représenter
que de donner un pouvoir au conseiller communautaire titulaire de son choix. Pour les autres, vous avez tous un remplaçant, comme conseiller communautaire. L'ordre du jour, ben, il est connu, il est répertorié sur la convocation. L'accès au dossier, ben, chacun a accès au dossier s'il le souhaite, il peut le réclamer par courrier, par mail bien entendu, par principe, l'ensemble des documents sera transmis à chaque conseiller communautaire par voie dématérialisée. Concernant les comptes rendus, il a été dit, et c'est la règle aujourd'hui, que les comptes rendus seraient envoyés également à tous les conseillers municipaux. Hein, c'est pour ça qu'on a demandé les adresses mail de chacune et de chacun. Ça vous aidera dans vos conseils municipaux à redire ou à dire ou à expliquer ce qui est décidé en communauté de communes. Alors concernant les questions orales, alors on a essayé de reprendre en fait les règlements intérieurs qui sont instaurés dans les communautés de communes ou dans les communes, d'ailleurs souvent c'est le même principe. Donc chacun bien entendu a le droit d'expression, vous avez le droit d'exposer en séance publique vos questions orales. Alors celles-ci peuvent être faites sur des questions d'intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à débat, sauf s'il y a une majorité de conseillers qui le demandent. Elles sont posées par les conseillers, donc ne s'expriment ici que les conseillers titulaires. Hein, ça, il faut le repréciser. Ce sont les conseillers titulaires ou les suppléants, si le conseiller titulaire n'est pas là, qui ont le droit de parole. Ces questions orales doivent être adressées au moins 48 heures avant, hein, donc au secrétariat pour qu'on puisse les préparer. Et donc, il y sera répondu dans la mesure du possible par le président ou par l'un des vice-présidents. Elles sont annoncées en début de séance et on y répond en fin de séance. Donc, bon, c'est comme ça que ça se passe en général dans toutes les assemblées. Il est préconisé 1 minute 30 pour les questions. Alors, quand j'étais à l'Assemblée nationale, on avait 2 minutes. Et en 2 minutes, je peux vous dire qu'on a le temps de dire beaucoup de choses. Donc, 1:30, on a déjà le temps de dire beaucoup de choses pour la question. Et il a répondu à la question. Suite à cette question, la personne qui a posé la question peut répondre si elle le souhaite, mais il n'y a pas de débat qui soit instauré. Il y a des questions écrites qui sont possibles également, hein, et il vous est répondu, mais ça vous le faites déjà. Parfois, vous interpellez le président ou un vice-président ou le directeur des services sur des questions. Il vous est répondu à ces questions. Le bureau, donc on fonctionne bien entendu avec une volonté chacun de réussir. Et on a décidé, en assemblée plénière dernièrement, de constituer le bureau à partir de la conférence des maires. Hein, donc vous faites tous partie du bureau. Le bureau est élargi à la conférence des maires. La première conférence des maires, je pense qu'on est prêt, M. Dubois, hein, aura lieu la semaine prochaine. Donc lundi de la semaine prochaine. On a arrêté dans le règlement intérieur pour avoir un peu une périodicité qui soit bien établie, le 2e mardi de chaque mois. Là, ça sera le 3e parce qu'on démarre. Mais après, ça sera le 2e mardi de chaque mois. Il y aura des mois où il n'y aura peut-être pas de sujet, mais en tout cas, au départ, il y aura quand même pas mal de sujets qui seront traités. Le bureau restreint, bon, il est constitué, vous le savez, puisqu'on a voté pour cela, d'un président et de 6 vice-présidents. Je ne reviens pas sur les délégations des vice-présidents, elles sont décrites ici, à moins que vous n'ayez des questions à poser après. Donc on arrive maintenant à la page 11 avec les commissions. Donc sont instaurées des commissions permanentes et des commissions temporaires. Les commissions permanentes de travail sont les suivantes: finances et prospectives financières, habitat et opérations d'amélioration de l'habitat, urbanisme avec le SCOT et le PLUI,
les énergies renouvelables et les actions sociales avec le permis de louer. Donc chaque commission peut créer en son sein des groupes de travail sur des thèmes qui concernent l'intégralité du territoire, qui sont spécifiques. Il y a des sous-commissions qui peuvent naître et qui peuvent réfléchir aux différents sujets. Une commission permanente peut être créée à tout moment, et elle donne un avis qui est retenu ou qui n'est pas retenu, mais ce n'est pas l'avis de l'Assemblée communautaire. C'est un avis qui ne donne pas droit à délibération. Donc, la commission est différente du comité consultatif. Dans une commission, ne peuvent siéger que les conseillers communautaires. Par contre, dans un comité consultatif, c'est le point suivant. Alors nous, à Vapor, on a créé pas mal de comités consultatifs, peuvent siéger d'autres personnes que les conseillers communautaires. Et notamment les élus de vos territoires peuvent siéger dans les comités consultatifs. Chaque comité est présidé par une personne désignée par le président, et les comités peuvent être consultés donc par le président sur toutes les questions ou les projets qui intéressent la collectivité. Alors, on vous développe... ouais, Michel. Alors, après, vous avez les... comment dirais-je? Vous avez les comités consultatifs. Il n'y a pas de commission environnement, peut-être, mais en tout cas, il y a la commission PCAET. Donc, elle figure pas. Plan climat, air, énergie. Et la énergie renouvelable. Ouais. Donc, c'est pas... tu as déjà énergie renouvelable et tu as le plan climat, air, énergie qui va être discuté avec les personnes volontaires, je pense. Donc vous pourrez y participer. Donc l'érosion sera discutée dans quelle commission? Comment? L'érosion des sols. L'érosion des sols, il y aura une commission spécifique. On peut créer des commissions spécifiques à tout moment. Donc elle est temporaire, ou elle peut durer longtemps, mais en tout cas elle est... Oui, il y a déjà un comité de pilotage qui a été créé par rapport à cette l'érosion des sols. De pilotage, hein. dont vous faisiez partie, M. Blondet, je pense. Oui, mais il y a pas de réunion pour l'instant. Oui, on est un petit peu en retard sur le comité de pilotage. Enfin, je sais que j'en avais parlé avec Michel et on avait initialement prévu aujourd'hui lundi. Donc, je pense que les communes ne sont pas toutes visitées. C'est en cours. Demain, je pense qu'il y a Croisy qui va être visité, Sapigny, donc il y a voilà. Donc, mais dès qu'on aura la date, on fera parvenir la date. Et là, on est effectivement sur la comité de pilotage. L'érosion des sols, c'est un sujet bien plus large que la commission. Tu as un comité de pilotage qui gère effectivement les études, qui fait des propositions, et après, il convient de retourner vers chacun des élus. Et ce sont des sujets qui vont se traiter en conférence des maires, en conférence territoriale, sur plusieurs années. Et concernant les décisions, lorsqu'il y a décision budgétaire, elle est traitée ici. Donc, comité de pilotage qui gère, mais très rapidement, il sera souhaitable, lorsque l'on aura des propositions à faire, d'aller vers les élus au cours des conférences territoriales. Donc, parmi les comités consultatifs, vous les avez, la développement économique, enfance, jeunesse, TIC, transition, développement durable, donc c'est dedans, là, comité consultatif. Santé, sport, mutualisation des équipements, ressources humaines, mutualisation du personnel, jeu de bouche, voirie communautaire, patrimoine de la collectivité, le SPANC. Alors le SPANC, on va faire aussi une commission spécifique, emploi, insertion, formation, tourisme et patrimoine et culture. Donc les avis qui sont émis par les comités consultatifs ne lient pas forcément directement, ne sont pas forcément liés directement aux décisions qui peuvent être prises ici. Mais elles peuvent éclairer le travail de l'exécutif. Elles peuvent être intéressantes à discuter. Donc les commissions consultatives, notamment le SPANC, ce sera une commission consultative qui aura un rapport à faire. Et ce rapport, on en prend connaissance ici
au sein de l'Assemblée communautaire chaque année, vous le savez, pour les anciens. Et les nouveaux aussi d'ailleurs, parce qu'on a eu l'occasion de traiter ce sujet il n'y a pas très longtemps. La commission d'appel d'offres, donc on va la désigner après. La commission locale d'évaluation des charges, vous savez qu'entre les communes, il y a des transferts de charges, transferts de voiries, transferts de bâtiments, transferts des centres de loisirs à un moment donné, enfin, il y a différents transferts qui s'effectuent. Donc il est important d'avoir une commission d'évaluation pour que chacun ne soit pas perdant, que ce soit la collectivité que nous représentons, la communauté de communes ou les communes. Donc à chaque fois, on doit établir un bilan qui permette d'arriver finalement au niveau zéro. Personne ne dépense pour l'autre. Et c'est la commission d'évaluation des transferts de charges qui fait des propositions. La commission des fonds de concours, on va la désigner tout à l'heure, donc elle se fait sur tirage au sort, avec 7 délégués titulaires, 7 délégués suppléants, un président, et elle a à évaluer les demandes de fonds de concours. Les missions d'information et d'évaluation, donc on va voir si on peut créer cette mission d'information et d'évaluation. Ça concerne les évaluations lorsqu'il y a mutualisation, notamment entre communes et communautés de communes sur des travaux, sur des aménagements. Il faut voir pareil là à ce que chacun ne soit perdant, et il faut surtout voir à ce que ce soit équitable et transparent. Et c'est cette mission d'information et d'évaluation qui pourra le faire. La tenue des séances, c'est pas un secret de dire que le conseil communautaire est présidé par le président et à défaut un vice-président. Dans les séances du compte administratif, vous le voyez, donc le vote se fait en l'absence du président qui se retire, mais le président peut assister à la discussion. Alors le président procède à l'ouverture des séances, c'est ce qu'on vient de faire, vérifie le quorum, donc les services le font à ma place, c'est bien. Alors on ne fait pas l'appel, mais on vérifie le quorum, on reçoit les pouvoirs éventuels des conseillers communautaires. Il met fin, s'il y a lieu, aux interruptions de séance, on donne la parole aux uns et aux autres, ça c'est comme on le fait, je pense, à peu près bien. Le quorum, il faut que l'on délibère lorsque le quorum est atteint, donc en début de séance et même en début de chaque délibération, le quorum doit être atteint pour pouvoir travailler. Les mandats, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, lorsque vous êtes empêché d'assister à une séance, vous pouvez être représenté lorsque vous avez un suppléant par le suppléant, et lorsque, pour les communes où il y a plusieurs délégués communautaires, vous pouvez donner un pouvoir à un conseiller communautaire collègue de la commune. Un seul pouvoir à la fois. Même en période de Covid, monsieur Dubois, on n'a pas... Hein, la période de Covid est terminée depuis 31 août. Période de Covid, il a été... parce que l'autre jour, moi j'étais au SMAV, j'avais 2 pouvoirs qui ont été acceptés parce qu'on peut dire encore qu'on est dans une période de Covid ou de post-Covid. Mais sinon, c'est un pouvoir. Alors après, on va passer au point, à la page suivante, donc page 16. Alors, il y a une chose qu'on ne fait pas, normalement dans toute assemblée on doit le faire, on doit désigner un secrétaire de séance. Donc aujourd'hui, comme on n'a pas encore voté le règlement intérieur, on ne va pas le faire. Après, ce que je vous propose, c'est de désigner un secrétaire de séance, et on va, pour que chacun soit désigné à un moment donné, on va commencer par ordre alphabétique. Donc Jean-François, tu seras le premier secrétaire de séance, Jean-François Lally, de l'Assemblée. Hein, voilà. Donc le secrétaire de séance doit avoir un stylo, doit noter, hein, et il doit faire le compte rendu. Ça va? Alors, donc il faut se préparer mentalement. Alors l'appel, on devrait le faire, mais on ne le fait pas parce qu'on vérifie que le quorum est atteint. Voilà. Bon, j'espère que M. Dubois continuera à faire les comptes rendus et que le secrétaire de séance n'aura qu'à relire ce que M. Dubois a écrit. Ce qui évitera d'ailleurs peut-être des questions diverses sur les comptes rendus de délibération. S'il y a des questions diverses, ça veut dire que M. Dubois et le secrétaire de séance n'ont pas bien fait leur boulot. Les deux.
Hein, voilà. Alors, l'accès est tenu du public. Bon, les séances du conseil communautaire sont publiques, bien entendu. L'enregistrement des débats, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient enregistrés. Il peut y avoir des séances à huis clos, bon, ça ne nous est jamais arrivé. La police de l'Assemblée, bon, le président a seul la police de l'Assemblée. Le déroulement de la séance, bon, ben, ça on vient d'en parler. Les débats ordinaires, bon, ben, la plupart du temps ce sont des débats ordinaires. Il nous est déjà arrivé d'avoir des assemblées extraordinaires. Bon, à un moment donné, on a discuté des problèmes de l'eau, par exemple, donc on s'est réunis la veille du Nouvel An ou l'avant-veille. Hein, mais sinon, c'est plutôt des séances classiques. Donc, ben, le président accorde la parole aux uns et aux autres. La parole est complètement libre à partir du moment où elle est ordonnée. Hein. On est des élèves disciplinés, on essaie de l'être en tout cas. Non, mais on est tous des adultes, on sait bien que, et ça n'est jamais arrivé, que l'on prenne la parole sans que l'on puisse la donner. Donc le débat d'orientation budgétaire, bon, il est important, il n'y a rien de nouveau, hein, il a lieu donc 2 mois avant l'examen du budget primitif. Ça c'est comme dans vos communes. Bon, suspension de séance, ça n'est jamais arrivé. Il peut y avoir des amendements sur des sujets donnés. Bon, ben ça, lorsque l'on revoit des délibérations, on peut assimiler ça à des amendements. Il peut même y avoir des référendums. Donc sur l'ensemble de la communauté de communes ou sur une partie de la communauté de communes sur des sujets bien spécifiques, ça n'est jamais arrivé non plus. La consultation des électeurs, bon, pourquoi pas, hein, ce sont des possibilités, mais ça n'est jamais arrivé. Les votes, donc main levée, assis levé, scrutin public par appel nominal ou scrutin secret, voilà, c'est comme on fait d'habitude. Donc il est voté au scrutin secret lorsque le tiers des membres présents le réclame. Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation. Ensuite, la clôture des discussions, ça on a déjà parlé. Les comptes rendus des débats et des décisions, ils sont inscrits. La signature des conseillers présents est disposée sur la dernière page du procès verbal. Alors ça, M. Dubois, il faut regarder. C'est des feuillets de signature. Ouais, feuillets de signature, donc, qui sont à l'entrée. C'est-à-dire que voilà, on utilise pour le registre des feuillets de signature que vous signez en début de conseil communautaire, et ça nous permet de valider toutes les délibérations qui sont passées à l'ordre du jour de la réunion. Ok. Donc, il peut y avoir la mise à disposition de locaux lorsqu'il y a des groupes d'opposition. Il y a un bulletin d'information, donc il y a des informations avec notre média intercommunal, à travers aussi le journal du territoire. Les délégués dans les organismes extérieurs, vous avez la liste de tous les délégués. Un certain nombre ont déjà été désignés, les autres vont être désignés pour une partie ce soir. Et retrait d'une délégation à la vice-présidence, ça n'arrive pas souvent, fort heureusement. Le règlement peut être modifié, bien entendu, et il doit être appliqué si vous en êtes d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Est-ce que l'ensemble de ce règlement vous va? Alors, on doit le faire à chaque reprise de mandature. Hein. On doit organiser ce règlement intérieur qui doit nous guider pendant tout le mandat. Oui. J'ai une question, Président. Le développement économique me paraît un axe prépondérant dans la stratégie de l'Interco. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas une commission permanente sur le développement économique? C'est pas une commission permanente, mais c'est un comité consultatif. Si vous voulez, le comité consultatif a l'avantage, comme je le disais tout à l'heure, de donner une ouverture aux représentants extérieurs. Donc je sais que Bernard Dereux, dans la mandature précédente, travaillait beaucoup avec notamment les chambres d'agriculture, de commerce, de l'artisanat. Il travaillait avec le club d'entreprise. Il travaille avec un certain nombre d'entreprises. Donc, à mon avis, c'est un sujet, l'entreprise, qu'il faut ouvrir.
Mais ça n'empêche que et qui fait un certain nombre de propositions également, hein, donc à travers notamment le FISAC, à travers les aides que l'on apporte au niveau de l'intercommunalité. On va voir tout à l'heure les aides que l'on apporte avec la région et suite au Covid. Donc à l'intérieur du comité consultatif peuvent être choisis et désignés des membres qui vont donner, qui vont être appelés à donner leurs décisions par rapport, par exemple, au FISAC ou à d'autres subventions qui sont accordées sur le territoire. Donc le comité consultatif a ceci finalement de plus riche qu'une commission, c'est qu'il va chercher d'autres personnes qui ont un rôle important sur le territoire. Et ça n'empêche que, à mon avis, le rôle du comité consultatif développement économique aura un rôle important et fonctionnera de toute façon très régulièrement. Hein, donc, je vous dis, après, il fait partie aussi, ce comité consultatif, du club d'entreprise. Donc, on reçoit effectivement les avis des uns et des autres. Donc, je ne pense pas qu'il soit dénaturé, au contraire, il est ouvert et il a de multiples fonctions. Hein. Donc on est bien d'accord que le développement économique, c'est un des axes principaux. Après, dans le développement économique, il y a aussi les énergies renouvelables. Donc il y a un axe énergie renouvelable. Quand on va discuter du plan climat air énergie, ça concerne aussi les entreprises. L'agriculture bio, les actions au niveau de l'agriculture bio, le bien manger, le bien vivre, tout ça, ça concerne l'entreprise. Donc vous voyez qu'il y a à la fois le comité consultatif et le développement économique, mais que c'est un sujet transversal aussi, qui concerne un certain nombre de thèmes qui sont développés dans des commissions. Oui. Allez-y. Là-dessus, si je me Président, à la lecture de ce règlement, c'est la fin des questions orales, puisque les questions orales doivent être écrites 48 heures. Je prends acte, hein, je le concède aussi facilement. De toute façon, ai-je d'autres possibilités que de le concéder? Une précision sur Bureau élargi de la conférence de maires, il est précisé là sur le règlement qu'on a, c'est tous les seconds lundis, non pas tous les seconds mardis. C'est marqué mardi? C'est marqué lundi. Ah, j'ai dit mardi, moi. Oui, vous avez dit mardi. Alors vraiment, l'erreur est pour moi et je fais vraiment mon meilleur coup par rapport à ça, c'est tous les lundis. Concernant les questions, c'est quelque chose qui est approché de cette façon-là dans tous les organismes qui délibèrent. Moi, j'ai été conseiller général, départemental maintenant. C'était la norme au niveau du règlement que de poser sa question de façon ordonnée, que de l'envoyer avant. Elle pouvait être posée de la même façon qu'on pourrait la poser aujourd'hui. Il fallait simplement la signifier à l'avance. Donc la région fait ça, le département fait ça, les communautés de communes font ça, les communes, un certain nombre de communes font ça. Ça n'empêche pas que le débat, la parole est libre, comme je le disais. Si on discute d'un sujet donné ici en Assemblée, chacun peut prendre la parole sur le sujet donné, il n'y a aucun souci. Mais si les questions d'intérêt général doivent être posées à l'avance. C'est comme ça se passe ailleurs, il n'y a rien de vraiment de singulier par rapport à cette décision. En ce qui concerne la conférence des maires, et je me plie que ça soit précisé, la conférence de maires garde un rôle consultatif. Parce que vis-à-vis de nos nouveaux collègues aussi, on a quelquefois eu une expérience de conférence des maires où il se dégageait un avis dans un certain sens qui était contredit après en assemblée plénière. Ça, il faut en avoir pleinement conscience. Et je pense que, parce que les maires que nous sommes, ou les représentants, puisque le lundi, les maires qui travaillent n'auront pas tous l'occasion de venir ce lundi matin à ces conférences, ils peuvent envoyer un adjoint qui peut comprendre ou difficilement comprendre telle ou telle question qui sera portée au conseil municipal et où il peut être désavoué par la majorité de son conseil. Donc il faut le savoir, mais c'est précisé que c'est un rôle consultatif, et ça c'est une bonne chose, il me semble. Et un tout dernier point, un petit peu sur de la sémantique, là c'est sur l'article 14, mission d'information et d'évaluation. Je pense qu'il serait bon de préciser, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'intercommunalité est amenée à conclure des conventions avec les communes membres. Okay. Ces conventions retracent très souvent la mutualisation des moyens techniques, matériels et humains permettant le fonctionnement de l'intercommunalité. Moi, je précise qu'il soit complété par « et des communes ». Parce que ça ne va pas... Moi, je vois pas d'inconvénient à ce qu'on met dans les deux sens. On va discuter du pacte de gouvernance après, c'est exactement ça. Hein. De toute façon, la question suivante,
La question 3, c'est le pacte de gouvernance. C'est exactement ça. C'est comment faire en sorte qu'il y ait donc une bonne entente entre communauté et commune et une fluidité dans les rapports entre les deux. Donc, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il y ait commune. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, je vais vous demander d'adopter ce règlement intérieur. Avis contraire, abstention. Merci à vous. Donc, il est désormais applicable. Alors, justement, on arrive au débat sur le pacte de gouvernance. Bon, c'est un débat que l'on peut faire d'ailleurs au niveau de la conférence territoriale, conférence des maires. En fait, il s'agit de faciliter les rapports entre les communes et les EPCI et donner une certaine souplesse de fonctionnement dans les rapports entre la commune et la communauté de communes sur un certain nombre de sujets. Bon, d'abord, globalement, pour faciliter le dialogue, la coordination, l'association qui doit aller dans le même sens. Et vous avez un certain nombre d'exemples où, effectivement, ce pacte de gouvernance peut avoir un intérêt concernant la mutualisation des moyens, concernant un travail spécifique avec certaines communes, concernant la mise à disposition de bâtiments, concernant un travail fait au sein de plusieurs communes, mais qui se situe à l'intérieur de l'intercommunalité. Je vois actuellement, on fait un travail sur la maison médicale avec 4 communes. Le pacte de gouvernance peut entériner effectivement ce fonctionnement-là, qui aura une incidence après sur la communauté de communes, mais qui est déjà un travail intercommunal. Donc il s'agit de dire ce soir, si on veut avoir ce débat sur le pacte de gouvernance, pour effectivement l'écrire, le déterminer, et ce pacte devant permettre ensuite un bon fonctionnement entre les communes et l'intercommunalité. Donc on peut donner aussi parfois des délégations aux communes pour l'entretien de bâtiments, pour le fonctionnement de certains bâtiments. C'est vraiment pour qu'il y ait une souplesse de fonctionnement sur le territoire, à la fois avec un regard intercommunal et un fonctionnement communal qui fonctionne de façon égale par rapport à l'intercommunalité. Donc, c'est d'abord dire est-ce qu'on veut ce dialogue et ce pacte de gouvernance qu'on pourra bâtir ensemble, je le répète, au cours d'une conférence des maires. Sans entrer dans le détail, on serait d'accord sur le principe et après on verra comment on le bâtit. Avis contraire, abstention, merci à vous. Alors, il faut désigner maintenant donc des représentants au sein de différentes commissions. Donc vous avez vu, alors il y a deux gros sujets avec un certain nombre de personnes qui vont être représentées. Il y a d'abord la commission d'appel d'offres et ensuite vous avez la commission des impôts où on doit désigner 40 candidats et où 20 sont retenus par le DDFIP, le directeur des finances. Bon, moi ce que je propose pour ces deux commissions, donc commission des impôts, d'une part, et commission d'appel d'offres, c'est que de donner une place à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore de représentation, notamment dans les organismes extérieurs ou au sein de l'intercommunalité. Donc on veillera. Alors la commission d'appel d'offres, j'ai touché les noms, je vous dirai pourquoi. Et par contre, la commission des impôts, on va faire passer une feuille tout à l'heure. Vous inscrirez dessus votre souhait d'en faire partie ou pas. Je vous dis, après, il y a le choix du DDFIP qui se fait, mais on tiendra compte dans ce choix des personnes qui n'ont pas encore donc de rôle au sein de l'intercommunalité, notamment dans les organismes extérieurs, de façon à pouvoir donner un rôle à chacun ici dans cette assemblée. La commission d'appel d'offres, c'est très spécifique. C'est très spécifique parce qu'elle se réunit souvent. Donc elle se réunit sur les appels d'offres, mais elle se réunit aussi donc sur tout sujet qui demande un investissement financier. Donc elle a vraiment tout ce qui est consultatif au niveau financier et commande réunit la commission d'appel d'offres. J'ai assisté par le passé, moi, alors surtout en fin de mandat, à des commissions d'appel d'offres qui n'arrivaient plus à fonctionner de façon satisfaisante parce qu'on n'avait pas le quorum. 5 titulaires, 5 suppléants, il faut avoir 3, plus le président.
Et après, on est obligé d'aller téléphoner aux gens, qu'ils viennent, etc. Donc, il faut être présent, et je dirais même omniprésent. Parce qu'au début du mandat, tout nouveau, tout beau, à la fin, c'est plus compliqué, et il faut vraiment être toujours présent. Sachant que les décisions de la commission d'appel d'offres sont toujours relatées ici, et qu'elles sont décidées ici, après, en assemblée. Donc, moi, il m'a semblé opportun de choisir des personnes qui ne sont pas trop éloignées, parce que parfois on fait appel à eux à la dernière minute, c'est la réalité qui parle, ils ont besoin d'être là, et des personnes, si possible, qui sont plutôt donc disponibles en termes de temps libre. Alors, voilà ce que je vous propose, après avoir fait un peu le tour de ces personnes qui ne sont pas trop loin quand même du siège principal de BAPOM, et qui pourraient être toujours disponibles, et qui ne font pas encore partie donc d'un organisme extérieur. Donc je pensais donc à Jean-François Dercourt, à Jean-Claude Mailleux, à Philippe Lefort, à Régis Leleu, à Jean-Pierre Laurent, et en suppléant à Guy Labourie, Bernard Daubeuf, Martine Boniface, Jean-Marie Lecornet et Jacques Vexten. Donc des personnes qui ont déjà une expérience de l'intercommunalité, qui ne sont pas très excentrés et qui disposent du temps nécessaire pour une présence régulière. Et parfois, c'est des sujets avec des architectes ou même dans des consultations pour les centres de séjour ou autres qui sont assez, finalement, assez fréquents et pour lesquels il faut vraiment avoir cette présence du quotidien. Est-ce qu'on serait d'accord avec cette liste proposée? Avis contraire? Abstention, je vous en remercie. Et ensuite, on va passer donc au point suivant, qui ne concerne pas encore la commission des impôts, mais qui concerne le syndicat mixte AMEVA. Donc on en avait discuté la dernière fois, ça concerne la Somme et la Haute-Somme. Daniel Poré avait dit, je préfère que ce soit Jean-François qui y aille. Il faut un suppléant, donc je propose Daniel Poré. C'est personnes concernées, hein. C'est surtout les personnes concernées. Donc, concernant la liste donc, des DFIP, c'est une commission intéressante, hein, parce qu'on voit, notamment au niveau du développement économique, toutes les notes qui nous viennent du service des impôts, et on doit donner notre avis sur la proposition des impôts au regard des taxes qui vont être demandées par rapport à ces bâtiments extérieurs qui viennent s'installer sur la communauté de communes ou aux transformations qui peuvent avoir lieu sur un territoire donné avec cette commission des impôts. Et il nous faut donc 40 noms, donc je vous propose de venir nombreux. Et je vous dis, si possible, si on avait 45 noms, bon, on donnerait la priorité à ceux qui n'ont pas encore de rôle au sein de la communauté de communes dans une instance extérieure. On va faire passer la feuille, M. Dubois, je ne sais pas si quelqu'un peut s'en occuper. Oui, vous la faites. Donc c'est une commission qui fonctionne une fois par an, mais qui demande aussi du temps, de la présence, de l'attention. C'est une commission intéressante. Pardon, Président. Oui. Si c'est comme au sein de nos divers conseils municipaux, oui. Est-ce qu'une personne de la société, ce que j'appelle... Oui, il y en aura. Il y en a. Oui. Oui, il y en aura. Non, pas, c'est pas qu'elles peuvent, c'est qu'elles devront, parce qu'elles seront désignées par le DDFIP, le directeur des... Le tout étant qu'elle soit inscrite sur le rôle des impôts. Donc, ces 40 personnes, ces 40 noms, c'est d'abord 40 noms au sein de cette assemblée. Oui. D'accord. Et c'est le DDFIP qui choisit après. Alors, désignation d'un représentant au sein de l'hôpital de BAPOM. Donc, en tant que maire, je suis président du conseil de surveillance. Il faut un membre de l'intercommunalité. Je propose Madame Copin. M. Chaussois a été adjoint au maire d'Achâteaubrun, a été précédemment délégué au centre hospitalier. Donc, si Mme Copin est d'accord, je propose Mme Copin. Ok, on est d'accord. Le CNAS, donc c'est des actions sociales, donc avec notamment Yvoire Leroux qui est responsable des ressources humaines, c'est Daniel Bouquillon qui a cette responsabilité, donc je propose Daniel Bouquillon. L'association Artois Emploi,
entreprises, je propose Anne-Marie Barbier, puisque c'est dans sa compétence, et il y a pas mal de réunions à l'extérieur. L'association, la désignation donc au sein de l'association du réseau des villes et villages numériques, l'informatique, c'est Anne-Marie Barbier, donc je propose que ce soit Anne-Marie Barbier. Donc ce sont des réunions qui sont toujours très intéressantes, mais qui ont lieu souvent à Lille, qui ne sont pas forcément de tout repos, mais on est là pour travailler, donc Anne-Marie le sait, hein, donc Anne-Marie Barbier. L'association Adopta, Gérard Duet, qui a la compétence de l'eau et de l'assainissement, et l'association Adopta nous a bien renseigné lorsque l'on a fait les travaux, notamment aux Anzac, chemin des Anzac et chemin de rue de la République, pour mettre en place des solutions alternatives à la captation des eaux, hein, c'est-à-dire qu'en faisant des fossés, des noues, en faisant un système de drainage toujours intéressant, intelligent et surtout écologique. Et l'association Adopta est une association intéressante pour ça. Atmo, donc c'est l'air que l'on respire. On a adhéré à l'association il y a quelques années. Ils vont travailler notamment dans le plan climat, air, énergie que va présider Véronique Thiebaud. Donc ça serait Véronique qui serait membre de la communauté de communes. Un représentant pour l'association Initiative Terre-Nord Artois Cette-Vallée. Comment? Ah, il faut un suppléant pour Atmo. J'ai pas vu. Il y en a un qui est pressenti, non, dans le... non. Donc quelqu'un qui se sent proche donc de la problématique de l'environnement durable, qui peut travailler sur le sujet, et donc, alors qui n'a pas encore été, si possible, désigné. Hein, M. Palais avait déjà été au SMAV, donc ça pourrait être peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas encore, qui voudrait travailler sur Atmo. Non. Oui, allez, on y va. André Lejeune. Alors, désignation maintenant d'un représentant pour l'association Initiative Terre-Nord Artois Cette-Vallée. Je pense que c'est Daniel Bouquillon qui travaille au niveau du développement économique. Ensuite, EPOD, donc c'est une association qui travaille sur la santé, notamment au niveau des enfants, contre l'obésité. Daniel Tabary y était, donc je vous propose de le reconduire. La commission, alors le renouvellement de la commission fonds de concours, on va tirer au sort. Je vois, vous avez préparé on a assez de billets. Les bulletins doivent être, voilà. Il y a une main innocente qui va tirer au sort les 14 noms. Oui. Ah, il y a M. Flao qui a une question. Président. Oui. Le tirage au sort, parce que depuis, ça fait quelques années qu'on le fait. Oui. En disant, on ne met pas les anciens qui ont déjà été. Est-ce que le tirage au sort inclut aussi le fait que les anciens qui ont déjà été ne s'y mettent pas? Ouais, sauf qu'il y a eu un renouvellement. Il y a un renouvellement, donc on repart à zéro. Voilà, on repart à zéro. Chaque année, on va le faire. On repart à zéro cette année. Et si vous multipliez 14 par 6, vous arrivez pratiquement au nombre de délégués du Conseil de communauté. Donc techniquement, tout le monde devrait y passer. Vous n'y êtes pas passé tous dans le mandat précédent. C'est vrai. Donc, je pense que par... Non mais Michel, en plus, on risque de changer peut-être, puisqu'on va avoir une discussion sur les finances, la règle ne sera pas forcément cette règle-là l'année prochaine. Hein. Là, pour cette année, on vous demande de fonctionner comme ça. Donc sur une mandature nouvelle, avec un fonctionnement ancien, qui peut évoluer ou qui peut être changé au cours d'une discussion qu'on aura au mois de février sur la fiscalité. Alors c'est compliqué alors moi, d'abord, il faut savoir le faire en quelques minutes et enlever les communes, pour enlever les communes qui ont déjà participé. Après, il y a une autre problématique, Michel, c'est que des communes comme Croisy ou Bapaume n'ont le droit qu'à un représentant. Donc il y a des représentants de Bapaume ou de Croisy qui n'ont jamais été non plus. Puis quoi, c'est pareil. Ça n'a jamais été. C'est le règlement, président. Hein. Oui. C'est un représentant par... Oui, non mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire, sauf que pour repartir sur des bases
ancienne avec une mandature nouvelle et des conseillers communautaires nouveaux, ça me paraît quand même compliqué, quoi. Hein, d'autant que, je veux dire, la commission n'a pas non plus un rôle, je veux dire, extraordinaire. Hein. En général, il y a la présentation des dossiers, ils sont étudiés avec attention, il y a une proposition qui est faite, ça se fait à la majorité, c'est complètement, je veux dire, c'est complètement transparent, et on revient ici devant la commission n'a qu'un rôle de proposition, hein, et on vient ici devant l'Assemblée pour voter, donc c'est nous, ici au niveau de l'Assemblée, qui avons le dernier mot par rapport à la décision. C'est un travail, en fait, c'est un travail préparatoire. Parce que ça paraît vraiment compliqué, il va falloir remettre le coup d'après pour d'éliminer, d'enlever les communes qui ont déjà participé. Jean-Marie. C'est parce que la commission fait bien son travail. C'est bien, donc ça veut dire que le travail est bien fait. Oui, mais... Jean-Marie, on est d'accord. Ok. Mais moi, je sais qu'il y a toujours, en tout cas, des discussions au sein de la commission, que chacun s'exprime librement. Président, juste une question qui va te faire. Est-ce qu'il y aura des fonds de concours en 2020? Parce que nous voici quand même mi-septembre. Ben oui. Mais si on fait la commission de fonds de concours, c'est pour les fonds de concours de 2020, je la liste. Les dossiers sont à déposer ou ont été déposés? Ben, des dossiers qui ont été déposés. Les dossiers ont été déposés. Dossier de 2020, on a enregistré des dossiers. Après, voilà. Alors, il y a un certain nombre de dossiers qui sont instruits, qui sont déposés et instruits. S'il y a une commission qui fait bien preuve de souplesse, c'est celle-là, parce qu'on accepte toujours les dossiers jusqu'à la dernière minute et le fonctionnement de la commission. Donc si vous avez des dossiers à présenter, vous pouvez nous les présenter, on est encore prêt à les prendre. On a toujours fonctionné comme ça. Le but, c'est d'aider les communes, donc on a toujours fait preuve d'une grande souplesse à ce niveau-là, et on prend tous les dossiers qui nous sont présentés. Parfois, on ne peut pas en financer 2 dans la même commune, donc on n'en finance qu'un, c'est déjà arrivé, avec la somme qui nous est impartie, et on a une hyper souplesse par rapport à ça. Hein. Ok. Alors, donc on va tirer au sort les représentants. Oui, mais vous le faites et on aura les résultats. Vous l'avez fait, non? À la fin. Bon. Répartition du fonds de péréquation intercommunale et communale. Donc vous avez eu un tableau qui... comment? Vous n'avez pas le tableau? On peut le montrer. Pour montrer... Alors, Le tableau, effectivement, n'était pas envoyé avec l'invitation, mais il a été renvoyé le lendemain ou le surlendemain. Ok. Il a été renvoyé par mail à tous les conseillers le lendemain. Alors, le fonds de péréquation, en fait, consiste à prendre de l'argent sur les communautés de communes les plus riches pour redistribuer à celles qui ont le moins. Et lorsque ce fonds de péréquation est redistribué, les communautés de communes ont 3 choix qui sont possibles pour répartir l'argent. Depuis que ce fonds de péréquation existe, on adopte donc la procédure de droit commun qui nous paraît être la plus équitable pour que la communauté de communes ne prenne pas trop de sous et pour que les communes puissent avoir une répartition selon le droit commun, parce qu'on pourrait changer la répartition aussi à l'intérieur des communes, et ça pourrait être compliqué et source aussi de discussion ou de contestation. Là, c'est la majorité, et c'est donc fait à partir de la procédure de droit commun. Donc, on a une certaine somme à répartir, donc là, 851 073 €, un peu plus que l'an dernier, on avait 822 780 €. Donc il y a une partie qui est attribuée à la communauté de communes, selon la procédure de droit commun, et une partie qui va donc vers chacune de nos communes intercommunales. Alors, vous aurez le tableau pour les personnes qui n'auraient pas vu le tableau, mais vous allez recevoir aussi une notification dans vos communes pour vous donner la somme à laquelle vous pouvez prétendre par rapport à cette dotation de péréquation.
Je vous dis, on fait ça vraiment, on en avait discuté il y a quelques années, et cette procédure donc de droit commun nous paraît être vraiment la moins discutable et la plus facile à réaliser pour que chacun puisse avoir donc un produit par rapport à cette dotation de péréquation et pour que la communauté de communes n'ait pas non plus tous les bénéfices de cette dotation, mais puisse en redonner aussi aux communes. Donc, en fait, on a voté sur cette procédure de droit commun, parce que pour le reste, les chiffres sont les chiffres. On est d'accord par rapport à cette procédure qui paraît vraiment équitable? Comment? Oui. Juste, Président, avec le tableau, je pense que M. Dubois peut nous le donner, on voit apparaître un rang DSR, dotation de solidarité, je pense, en 2019. Ce classement est fait comment? C'est un classement national? Classement national. National. Peu importe la population de la commune concernée. Ah oui, la dotation de solidarité rurale est calculée par rapport à votre potentiel fiscal et à l'effort financier que vous avez vis-à-vis de vos contribuables. Donc c'est ça qui crée la richesse ou la pauvreté d'une commune. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, je dirais, une fiscalité très faible, mais avoir un effort fiscal vis-à-vis de vos habitants qui est très élevé parce que vos habitants sont pauvres. Donc la DSR va venir compenser la pauvreté de votre tissu fiscal. Inversement, on peut avoir l'effet complètement contraire dans une commune qui est riche, qui a de la fiscalité, mais qui, par contre, ne ponctionne pas beaucoup de fiscalité. Et dans ce cas-là, la DSR sera très faible. Ça, c'est un calcul de l'État. La DGF, c'est pareil. C'est la même chose. Qui détermine la dotation globale de fonctionnement. C'est l'État qui détermine en fonction donc de la fiscalité, fiscalité par habitant, le montant donc par habitant, les revenus par habitant, le nombre de kilomètres de voirie, etc. Enfin, il y a différents critères. Donc là, toutes les communes de l'EPCI sont débitrices du FPIC. Donc on pourrait très bien avoir dans l'EPCI des communes qui seraient créditrices du FPIC. C'est-à-dire qu'elles seraient dans une situation, elles reverseraient, elles alimenteraient le FPIC à l'échelle nationale, pour une redistribution après à l'échelle locale. Donc c'est pas au niveau de l'échelle de l'Interco? C'est pas au niveau de l'Interco que ça se joue. Ça se joue au niveau national. Donc déjà, ça se joue au niveau national entre les intercos qui sont débitrices du FPIC et celles qui sont créditrices du FPIC. Donc nous faisons partie. Alors globalement, on ne devrait pas être fier d'en faire partie, puisqu'en définitive, ça veut dire que quelque part, on est pauvre. Je dirais, sinon, on serait débiteur. On serait créditeur. Donc nous, on est débiteur du FPIC. On a toutes les communes de l'Interco sont débitrices également, c'est-à-dire que toutes reçoivent une partie de ce FPIC. Alors je crois que la commune qui a le plus faible montant, ça doit être 500 €, je crois. Le tableau est intéressant à voir et vous le regarderez. On en discutera d'ailleurs quand on parlera de la fiscalité, parce qu'il est intéressant. Bon, il y a des communes où effectivement le revenu par habitant est quand même bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Il y en a d'autres où c'est nettement moins bon, pour un tas de raisons, parce qu'il y a des communes aussi qui font peut-être plus de social, avec des revenus moindres, etc. Enfin, il y a toutes ces données-là dont on pourra parler qui peuvent paraître intéressantes. Et si on continue à développer l'éolien, on peut devenir plus riche et par conséquent peut-être être dans l'inversion de ce qu'on voit aujourd'hui. Non, mais avec des produits qui vont être de plus en plus conséquents, donc tout ça c'est ramené au revenu par habitant. Voilà. Donc sur le mode, mode de calcul, avis contraire, abstention, merci à vous. Ensuite, le point numéro 16, donc c'est Daniel qui aurait dû présenter, mais il n'est pas là, donc je vais le faire. Ça concerne l'annulation des loyers dus par les locataires de l'intercommunalité pour la période d'urgence sanitaire, qui va du 1er mars au 31 juillet 2020. Donc on a des bâtiments que l'on possède, soit en bâtiment relais, soit en bâtiment, qui sont loués à un certain nombre de commerces ou d'entreprises, et pour lesquels on vous propose une annulation des loyers
concernant la période du Covid, en fait. Avis contraire, abstention, merci. Evelyne, peut-être concernant la convention de financement avec la société publique locale. Oui. Attendez, Monsieur le Président, je ne bouge pas avec le micro. Tire fort. Je ne suis pas très douée. Voilà. Mes chers collègues, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, il s'agit de la convention de financement donc de l'SPL, Office de tourisme, des loisirs et des congrès du Grand Arras, dont nous sommes au même titre qu'aux Artistes Marquion, nos voisins, et aussi nos voisins des campagnes de l'Artois et de la communauté urbaine d'Arras, autour d'Arras bien sûr. Donc, suite aux élections qui se sont passées très tard, et donc les budgets ont été reportés et les comptes administratifs aussi, donc nous vous proposons d'adopter les propositions de financement en tant qu'actionnaire. Il y a la partie des situations de base qui correspond à 68 821 €. Bien sûr, je pense que vous avez lu avec courage toutes les explications qui nous ont été données. Je ne sais pas quel rédacteur, mais je trouve que c'est très compliqué à lire. Et donc, il y a donc cette somme de 68 821 € et ensuite des situations à contrat de prestation intégrée qui permet la commercialisation des produits touristiques qui nous sont propres au territoire communautaire. Et donc aussi 1 000 € qui ont été ajoutés. Donc cette somme pour la commercialisation équivaut, vous les avez en fin de paragraphe, à 11 334 € et sinon 1 000 € qui sont ajoutés pour les situations d'établissement de passe, dont je vous parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Vous savez qu'avec le Covid, nous perdons de l'argent tous les jours. Et cette année, le budget reste équilibré. Mais l'année prochaine, si ça continue comme ça, nous aurons vraiment à vivre une situation fiscale, pour ne pas dire catastrophique, en tout cas préoccupante. Si bien que le tourisme, nous vivions beaucoup des groupes, des déplacements en groupe. Et maintenant, vous savez que les grands groupes ne sont plus conseillés du tout. Et donc, la situation touristique va vers l'individu ou les petits groupes de 4 ou 5, jusque-là. Et donc, nous avons travaillé pendant le confinement, vous avez dû voir, vous avez dû prendre connaissance de l'établissement d'une plateforme qui a répertorié nos producteurs locaux, tous les commerces de proximité, chez les producteurs, tous ceux qui étaient ouverts, qui pouvaient livrer ou qui pouvaient accueillir un public, évidemment en privilégiant les petits déplacements. Bon, tout ça, ça s'est fait sur les territoires dont je viens de parler, nous compris bien sûr. Donc maintenant, nous allons devoir, j'en ai parlé tout à l'heure à notre président, changer un peu notre situation de fonctionnement, et dans la commission qui va se créer, nous allons unir nos efforts pour que nous connaissions plus avant notre territoire et que nous tirions, j'ai envie de dire, fassions un usage différent des situations patrimoniales et aussi des chemins de randonnée, et aussi faire des gros projets, par exemple sur l'installation du canal Seine-Nord-Europe avec un remodelage du paysage et des situations de base touristique différentes. Bien sûr, nous allons tous unir nos efforts et évidemment avec l'aide du département, voire de la région, avec les moyens du FEDER. Donc, Monsieur le Président, il est question donc de mettre au vote les 3 sommes dont je viens de parler, 68 821 €, 11 334 et 1 000 € pour les passes. Alors, vous avez un pass évasion. Le pass évasion, c'est pour les personnes, les touristes qui se hasardent à venir jusqu'à nos territoires, les territoires qui composent la SPL. Et puis après, vous avez un pass, je ne sais pas le deuxième, le nom m'échappe. Il y a le pass à destination de tous les habitants du territoire. Oui, oui. À destination des... Ça, c'est le pass évasion. Voilà. Et l'autre... À destination des touristes qui passent la nuit. Oui, oui, mais ça ne donne pas le nom. Vous m'excuserez, j'ai un trou. Le pass émotion, voilà. Ah ben merci, Monsieur Dubois. Vous voyez, vraiment, vous êtes vraiment indispensable à notre fonctionnement. Hein. Qu'est-ce qu'on a souffert pendant les 2 semaines que vous étiez partis? Alors, donc, le pass
Et donc, il y a donc ces deux passes qui sont donnés pour pour nous, et puis pour ceux qui viennent un peu de l'extérieur. Alors, les passes sont remis. C'est un passe qui est remis à une personne qui voyage avec quelqu'un qui paye le plein tarif. C'est notamment le cas dans les musées. Alors nous avons seulement le musée de Bellecour. Monsieur le Président, je pars sur le point 25 en même temps. Comme ça, on ne reviendra pas sur le point 25. Parce que par exemple, les entrées du musée de Bellecour sont très bon marché. Ah, c'est marqué là, évasion et émotion. C'est 5 €. Oui, c'est ça. C'est 5 € d'entrée par personne. Donc, celui qui aura un pass ne paiera que 3 €. Voilà, c'est seulement ça pour le point de 25. Donc, Monsieur le Président, je vous engage, si vous voulez bien, à faire voter d'une part le point ici, 18. Le point 18 et le point 25. 18 et 25. Donc, Evelyne nous propose de voter les deux points en même temps, à moins que vous n'ayez... Comment? Oui, c'est 17, 18 c'est le FISAC. 17 et 25. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà concernant la convention avec la société publique locale sur le point donc 17? Elle n'a pas. Donc, je vais vous faire adopter ce point 17 concernant donc le financement et la convention à établir avec la société publique locale. Avis contraire, abstention, merci. Et concernant le point 25, concernant le musée de Bellecour, donc pour la modification tarifaire, avis et approuver aussi la mise en place du tarif réduit, forcément, du pass émotion et pass évasion, s'il est accompagné d'un autre adulte payant plein tarif. Pas de questions. Avis contraire, abstention, merci beaucoup. On va passer au point numéro 18 cette fois-ci, donc l'attribution de subventions FISAC. Vous savez que la communauté de communes attribue jusqu'à ce jour une subvention FISAC, ça ne sera pas forcément toujours renouvelé, c'est une subvention qui connaît des hauts et des bas. Et parfois on ne peut plus l'utiliser. Alors, la communauté de communes s'implique effectivement dans le financement des fonds FISAC qui aident le commerce et l'artisanat à faire des investissements. Et donc le montant de l'aide se traduit par la prise en charge de 40% des investissements, dont 20% de la communauté de communes, et 60% pour les travaux qui seraient liés à l'accessibilité. Donc là, on a deux investissements qui ont été réalisés. L'un au café Le Balto à Bapaume, où la communauté de communes contribuerait à hauteur de 960,50 €, et l'autre, toujours pour Bapaume, à la toilette canine pour chiens, coco et compagnie, donc où la communauté de communes contribuerait à hauteur de 415,40 € pour des travaux qui ont été réalisés récemment. Avis contraire, abstention, merci pour les commerces qui bénéficient de ces fonds FISAC qui sont toujours appréciés. Modification du tableau des emplois, donc on va passer à un certain nombre de recrutements. Il y a des emplois qui existent déjà et pour lesquels il n'y a pas de création à réaliser. Là, on vous propose la création d'un poste de rédacteur territorial. Il ne faudra pas aller au départ de Gérard Lupas. Et donc un poste d'adjoint administratif, en fait, c'est la transformation d'un poste d'adjoint administratif qui existe déjà, mais qu'il va falloir transformer à temps plein, et un poste de rédacteur pour compléter les services d'urbanisme, parce que vous savez que nous avons maintenant la compétence du traitement des permis de construire sur l'ensemble des communes. Et on en discutait avec M. Dubois tout à l'heure, on va avoir pratiquement 1000 dossiers à traiter par an, c'est énorme. Et aujourd'hui, donc Émérance a quand même du mal à suivre, et il faut que l'on recrute une personne. Donc concernant la création de postes de rédacteur territorial, est-ce que vous êtes d'accord? Avis contraire, abstention, merci à vous. Concernant le développement économique, il y a une convention exceptionnelle avec la région Hauts-de-France à passer pour l'application de l'aide à la relance de la communauté de communes. Vous savez qu'on a délibéré le 23 juin 2020 pour une aide de relance destinée aux artisans, commerçants et travailleurs non salariés des entreprises de moins de 5 salariés au plus.
Donc cette aide vient en complément du fonds d'urgence économique. Alors le fonds d'urgence économique prend la forme d'une avance remboursable à hauteur de 2 000 € et l'aide à la relance prend la forme d'une subvention à hauteur de 1 000 €. Donc on nous demande un certain nombre de précisions et compléments d'informations qui sont relatés ici dans le descriptif que vous avez, avec les conditions d'éligibilité concernant les PME et les TPE, et en vous précisant que le dispositif est exclu pour les acteurs économiques qui sont en procédure collective, forcément les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations sociales ou fiscales, et les entreprises qui étaient en difficulté avant la crise. Donc, pour bénéficier de l'aide à la relance, l'entreprise devra avoir en premier lieu une demande de fonds d'urgence. Les deux sont liés. Et la forme de l'aide directe est de 1 000 € si on a le fonds d'urgence de 2 000 € à demander également. Voilà, donc il y a un comité d'agrément. Je réponds à la question de tout à l'heure concernant notamment le fonctionnement de la commission économique, donc maintenant du comité consultatif économique. Il faudra redésigner un sous-groupe qui aura à traiter de ces demandes en constituant un comité d'agrément. Donc, et on confie la gestion du dossier en termes de financement à l'association Initiative Terre-Noire Artois Cette-Vallée, qui sert un peu de relais entre nous et l'entreprise qui est subventionnée. Il y aura ce comité d'agrément à recréer avec le fonctionnement du comité consultatif à venir. Donc là, il vous est proposé de délibérer de ce point en approuvant les conditions d'octroi de l'aide à la relance du Sud Artois telles que précisées et décrites comme je viens de le faire. Avis contraire, abstention, merci. Alors maintenant, convention avec l'association Initiative Hauts-de-France dans le cadre du Fonds de relance des Hauts-de-France. Pareil, on avait pris une délibération le 23 juin, donc complémentaire de la précédente, où le Conseil de communauté s'engageait à hauteur de 56 318 € pour la constitution d'un fonds Covid dans le cadre de la relance Hauts-de-France mis en place par la région. Donc ce fonds va être porté par Initiative Hauts-de-France et Hauts-de-France Active. Donc il faut que l'on mette en place une convention de partenariat qui doit être signée avec l'association Initiative Hauts-de-France. Cette convention a pour objectif de définir les modalités de versement de la participation de l'EPCI au fonds Covid Relance Hauts-de-France. Et les montants votés pourront toujours être ajustés. Dans un premier temps, on a décidé de verser une première tranche à hauteur de 30 000 €. Et dans un deuxième temps, il y aura d'autres subventions allouées s'il y a lieu et s'il y a des demandes faites auprès de la région et de nous-mêmes. Et de façon identique à l'opération précédente, on confie la gestion de ces dotations à l'association ITA Cette-Vallée, dans laquelle on est représenté notamment par Daniel Bouquillon. Donc, la date de début de l'opération est fixée, donc elle est fixée donc, là au 1er septembre, elle vient à peine de démarrer pour prendre fin en mars 2021. Donc il vous est proposé d'approuver les termes de la convention de partenariat pour le versement de la participation de l'intercommunalité au fonds Covid Relance Hauts-de-France et d'en autoriser la signature au président. On avait déjà discuté du sujet. Avis contraire, abstention, merci à vous. Le PCAET dont on a discuté, plan climat, air, énergie territoriale, on avait passé un avenant, enfin il est nécessaire de passer un avenant avec le cabinet Alterea. Véronique, tu peux nous en dire quelques mots? Non, moi j'ai déjà tout dit. J'ai dit que ça, hein? Non, mais en fait, c'était une démarche qui avait été engagée il y a 2 ans maintenant. C'est une obligation pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. Et donc, en fait, au départ, c'était piloté à l'époque par Jean-Marie Guinche et Fabrice Houbard qui nous ont quittés. C'est repris
aujourd'hui par Éric Foissier, et le cabinet qui a initié les travaux en 2018 demandait une réactualisation du montant initial qui ne dépasse pas le montant qui nous obligerait à reconsulter. Je pense qu'il y a une négociation assez ferme menée par Éric et M. Dubois sur cette opération-là. Donc ce qu'on vous demande, c'est de donner votre accord pour qu'on puisse prendre l'avenant. Et peut-être avant de décider, ils sont en train, dans cette démarche-là, il y a un travail de diagnostic, et donc Éric travaille avec le cabinet Alterea sur le recueil de données sur des tas d'éléments éoliens, énergie renouvelable, etc., pour constituer la première partie. Je pense qu'on reviendra vers vous une fois que cette première phase sera établie, et je pense qu'on lancera aussi à ce moment-là un comité de pilotage. Donc le montant de l'avenant, il est de 6 000 € hors taxe, sur un montant total initial qui était de 49 400, qui avait été déjà un petit peu modifié de 500 € à l'époque. Voilà. C'est un travail intéressant qui va nous permettre d'avoir vraiment une vision du territoire au regard du développement durable. Un travail qu'on avait déjà commencé, donc il y a à peu près 2 ans, qui s'était interrompu parce qu'il y avait eu un tas d'autres sujets, mais il n'est pas finalement inintéressant de le reprendre aujourd'hui avec vous-même, avec une nouvelle assemblée, pour repartir sur des bases un peu nouvelles que l'on va définir ensemble pour tout le mandat au regard du développement durable, mobilité, énergie renouvelable, etc. On va vraiment avoir des sujets intéressants à traiter, et on pourra, après le travail du comité de pilotage, traiter ces sujets aussi dans le cadre de la conférence des maires. Donc avis contraire sur cet avenant, abstention, merci. Le point 23, il s'agit d'une annulation partielle d'une délibération du 7 mars 2019 concernant le casernement de gendarmerie de Bapaume, avec une cession de terrain à la société HLM Habitat Hauts-de-France. Vous savez que les gendarmeries de Bapaume et de Bertincourt vont être rassemblées en un seul point dans une nouvelle caserne donc à Bapaume. La construction, l'investissement plutôt, a été confié à la société HLM Habitat Hauts-de-France qui se situe à Calais, avec laquelle travaille donc la gendarmerie. Et donc ils vont faire construire la gendarmerie et ils vont demander ensuite un loyer donc à la gendarmerie elle-même pour loger les gendarmes venant de Bapaume et de Bertincourt. On avait demandé, concernant le terrain qui est un terrain communautaire, on avait demandé une estimation au domaine, mais le terrain n'était pas délimité. Aujourd'hui, donc les domaines n'ont pas conclu. Aujourd'hui, nous avons bien délimité le terrain dont on a besoin, et il faut effectivement revenir devant le service des domaines et modifier légèrement la délibération qui avait été instaurée le 7 mars 2019. Ok, une modification de délibération, avis contraire, abstention, merci. Alors 24, le musée de taille, on ne l'a pas traité, on l'a traité le 25. Oui. Oui, merci Monsieur le Président. Donc il s'agit, mes chers collègues, d'accepter un don de vestiges qui proviennent de fouilles qui ont été effectuées en 2019 par des Anglais et des Australiens, archéos, patentés et reconnus, et qui ont fouillé le champ de bataille donc sur des parcelles appartenant à Monsieur Didier Guerle. Et Didier nous offre des vestiges qui seront conservés au musée de Jean et Denise de Taille, donc à Villecourt. Il y a quelques petites choses qui ont été données directement à la Woodcraft Commission que vous connaissez et qui siège à Borin, mais la plus grosse partie nous revient. Alors, Monsieur le Président, il est proposé donc que vous fassiez voter l'acceptation de ce don. Oui, mais j'étais distrait. Mais merci, Evelyne. Est-ce qu'il y a des questions? En volume, ça représente quoi? C'est pas très important puisque nous pourrons le garder dans le musée et nous n'avons plus beaucoup de place. Donc je suppose que ce sont des morceaux de tank. Les vestiges humains ayant été rendus à la Woodcraft. Monsieur Guerle est un collectionneur averti et très intéressé donc par Bellecour, les vestiges et par les différents conflits. Didier, oui. Didier. Alors Didier, c'est quelqu'un qui a un grand troupeau de moutons qu'il fait paître sur les prés qui sont en face de sa ferme.
Et ce sont dans ces prés, et c'est dans ces prés que se trouvent beaucoup encore de corps de soldats qui ont été les victimes de la guerre. Et donc c'est vraiment un lieu de pèlerinage, ça le deviendra, je pense, nous espérons. Et il est toujours attentif à nous aider et à venir accueillir. Si vous voulez venir à Bullecourt, il vous baladera sur des champs de bataille et vous expliquera toutes ses mémoires, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a déjà vu et entendu. Merci. Très intéressant. Oui. On est d'accord pour la collection. Avis contraire. Abstention. Merci. Alors, j'ai la liste des personnes qui ont été tirées au sort pour participer à la commission au fond de concours. Alors, en titulaire, on a M. Bouquillon pour la commune de Vélu, M. Lesage pour la commune d'Achiette-le-Petit, M. Roucou pour la commune de Soistre, M. Dercourt pour la commune de Martinpuy, M. Duchamet pour la commune de Bucois, M. Leca pour la commune de Étre, M. Mailleux pour la commune de Beugny. En suppléant, on a M. Lefort pour la commune de Hervillers. On a moi-même, j'ai été tiré au sort pour la commune de Bapaume. On a M. Membré pour la commune de Beaumais-les-Cambrai, M. Caille pour Billoucourt, M. Daubeuf pour Avesnes-les-Bapaumes, M. Descamps, Rayon pour les Bapaumes, Douilly pour le transport. Quand je dis pour, je m'exprime mal, c'est pour la collectivité en fait. Mais ils sont les représentants de ces communes-là. Hein, voilà. Donc, merci. Donc, je ne sais pas, c'est Véronique qui a fait pour le tirage. Vous serez invité prochainement à délibérer pour l'attribution de ces fonds de concours. Le point numéro donc 25, il a été traité. 26, il s'agit d'un appel à initiative pour le développement d'agriculture bio dans les Hauts-de-France à travers le plan bio Hauts-de-France. Véronique, quelques mots. On est plus sur une manifestation d'intérêt qu'on doit construire par la suite. Et donc je voulais profiter d'avoir la parole sur le sujet programme alimentaire territorial agriculture bio pour dire qu'on avait été lauréat du programme du PNA au niveau régional. Pardon ? PNA 2020, donc ça veut dire qu'on a normalement c'est 50 000 €, hein, c'est ça, sur 2 ans, pour engager un certain nombre d'actions dans ce champ-là. Et je pense que Clotilde Guilté, qui est en charge du dossier, reviendra vers vous, notamment sur des dossiers pour certains qui étaient présents lors de la précédente mandature, notamment en matière de restauration collective, puisque vous savez que vous devez d'ores et déjà pour les cantines appliquer la loi Egalim. Donc il y a des formations qui vont être prévues, il y a tout un tas de travail qui est engagé aussi aujourd'hui sur la question des circuits courts. Donc voilà, on a un petit peu de moyens financiers, on est plutôt content parce que ça veut dire que du côté et de l'État et de la région, ce qu'on fait sur le territoire est reconnu. Et donc là, dans le cadre du plan bio, l'appel à manifestation d'intérêt, c'est pour faire un petit peu la même chose que ce qu'évoquait Jean-Jacques tout à l'heure en matière de développement économique. C'est accompagner, repérer, soutenir les porteurs de projets qui voudraient s'installer sur nos territoires. Enfin, on avait déjà démarré des choses avec Terre de Liens sur l'acquisition de foncier. Donc là, c'est une manière de continuer un peu plus. Donc pour l'instant, il n'y a pas de montant puisque le projet doit être bâti, mais c'était pour avoir un accord de principe à vos côtés. Donc dans les thématiques, elles sont détaillées de façon un peu plus fine en page 45. C'est repérer les projets émergents, élargir le champ partenarial du plan de développement de l'agriculture bio, réactualiser les connaissances des structures œuvrant pour le développement de l'agriculture bio, orienter les projets reçus vers un soutien technique, initier des projets à l'échelle locale en circuit court. Donc on est toujours dans la même dynamique. Donc par rapport à ces démarches-là, c'est vrai qu'on essaye d'aller chercher des fonds un peu à droite à gauche. Et aujourd'hui, que ce soit donc la DRAF à l'échelle régionale ou le conseil régional, nous voit d'un bon œil, comme l'ADEME nous a soutenus par le passé. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous nous autorisez à bâtir et déposer le dossier sur ces dynamiques-là que je rapprocherai vraiment du développement économique, puisque ça contribue à l'installation. Ok. Oui, Evelyne. Je ne sais pas. Madame la vice-présidente, si vous me permettez, je prends un petit peu la parole à propos du projet proposé par le conseil départemental. C'est le suivant. C'est le suivant ? Ah bon, très bien. Pardonnez-moi. Non, mais c'est parce que ça se ressemble, oui. C'est en fait, ça fait suite puisque vous proposez une étude pour bâtir le projet dont vous venez de parler. Oui. Non,
C'est un projet différent. On parle du point, si vous voulez, 26. Donc, question, s'il n'y en a pas, on va donner l'accord à Véronique et à nous-mêmes de travailler sur ce sujet et de confirmer le dépôt de notre réponse à cet appel à initiative. Avis contraire, abstention. Donc on présente maintenant le sujet suivant et puis Evelyne pourra intervenir si tu veux. Donc le sujet suivant, c'est effectivement un appel à projet du département, mais c'est aussi une sollicitation conjointe de la DRAF pour faire une étude de faisabilité sur un outil de transformation de produits locaux. En fait, c'est pas quelque chose qu'on a tiré de notre chapeau comme ça et qu'on présente aujourd'hui. C'est suite à des échanges nombreux avec des producteurs locaux qui sont présents sur le territoire et pour certains doivent se déplacer hors territoire pour aller transformer des produits. Voilà. Et donc l'idée c'est pas de construire aujourd'hui une unité de transformation, c'est de faire un travail d'abord d'étude de faisabilité, vérifier si c'est quelque chose qui est pertinent sur nos territoires, que ce soit en termes de volume, de personnes intéressées, etc. Et donc on est très soutenu par le département et par la région qui voient d'un bon œil ce type de démarche. Enfin, ils nous l'ont soufflé aussi de leur côté, trouvant que c'était intéressant qu'on avance sur le sujet. Donc le montant de l'étude de faisabilité, elle serait confiée bien sûr à un prestataire extérieur avec un montant qu'on a estimé à peu près à 26 000 € et une participation égale du département et de la région et des fonds propres de l'Interco de 5 200 €. Donc voilà, c'est une demande de subvention, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais... En fait, c'est une demande de subvention pour l'étude. Et c'est une situation qu'on a adoptée l'année dernière, de subventionner les études, parce que depuis 3 ou 4 ans que nous distribuons jusqu'à 300 000 € par an pour des projets d'innovation territoriale, les territoires nous ont dit, bah oui, nous on a des idées, mais on manque de visibilité pour justement voir ce qu'il nous faut, ce qui correspond à notre territoire. Donc en fait, l'appel à projet, j'en ai parlé à Clotilde, puisque j'avais vu que le point 27 traitait de ça. Donc l'étude sera abondée, mais évidemment à partir de cette étude, il faudra bâtir le projet d'innovation territoriale proprement dite, et on pourra avoir jusqu'à, ça va de 10 000 à 100 000 €, c'est quand même intéressant. Hein, et 100 000 €, c'est ce qui a été donné par exemple pour la maison de santé de artistes Marquion. C'est tout de même intéressant, donc il ne faut pas avoir peur d'être audacieux dans les projets, puisque le département répond exactement dans ce cadre-là. Merci Madame la Vice-Présidente de m'avoir accordé la parole. Ok, on est bien d'accord pour dire qu'effectivement, on est bien poussé par le département, par la région, mais par le département entre autres. Donc merci au département de nous accompagner sur ce sujet intéressant dans le cadre de l'étude. Donc, Véronique... Non, c'était simplement pour signaler que demain matin, on a une réunion très importante justement sur le programme alimentaire territorial où sont réunis tous les acteurs institutionnels qui soutiennent ce type de démarche. Donc on aura la région, l'État, le département, l'ADEME, l'agence de l'eau, etc. Et donc voilà, par rapport à ces projets qui vont arriver ou qui arrivent au compte-gouttes, nos partenaires, financeurs, institutionnels sont à nos côtés sur ce type de démarche. Ok, merci. Donc, question, sujet intéressant. Hein. Donc, techniquement intéressant. Avis contraire, abstention, merci. J'ai quelques points complémentaires. Bon, ils sont assez rapides. Moi aussi, Président. Après, je te donne la parole, il n'y a pas de souci. Mais donc, les 3 points. Pour délibération, il faut une désignation d'un représentant de l'intercommunalité à l'association A2E et à la mission locale en Pays d'Artois. Bon, c'est Anne-Marie qui s'en occupe, donc je vous propose Anne-Marie Barbier. Ensuite, on a eu un petit incident dans les vacances où François Lefebvre, au cours d'une activité avec les enfants, malheureusement, a perdu ou cassé sa paire de lunettes. C'est quand même donc un montant pas négligeable, une paire de 643 €. Donc moi je l'avais rencontré, M. Dubois l'a vu aussi. Malheureusement, l'assurance prend en compte les bris de lunettes pour les gamins et pas pour lui. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Il était quand même dans l'exercice de sa fonction. Il fait un travail intéressant et on vous propose ce soir
prendre en charge finalement le remplacement de sa paire de lunettes. 643 euros. Oui. Il n'est pas assuré, notre salarié? Si, je dois, mais l'assurance, Oui, il est assuré, mais quand vous savez comme moi que concernant les frais d'optique, c'est très mal remboursé. Et donc aujourd'hui, par rapport au devis qu'il a, il est de sa poche de 640 €. Parce que ce sont des lunettes, c'est des verres progressifs, donc effectivement, on arrive sur du chiffre. Voilà. Et notre assurance ne couvre pas ce type de sinistre. Elle le couvre pour les enfants des centres, mais pas pour les animateurs. Alors peut-être à revoir, ça, on peut revoir effectivement cette situation. Bon, toujours est-il que moi, ça m'a paru quand même intéressant de vous proposer le remboursement pour quelqu'un qui est toujours présent dans les vacances notamment, parfois quand les autres sont en vacances, puisqu'il anime tous les centres de jeunesse. Il va aussi à l'extérieur, à l'étranger, pas cette année, mais en tout cas, il accompagne toujours avec beaucoup de professionnalisme les groupes. Hein. Et bon, je trouvais que c'était un peu dommage qu'il en soit quand même de sa poche, alors qu'il était en pleine activité au cours de ses vacances dernières. Voilà, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on est d'accord. Avis contraire, abstention, merci à vous. Autre point supplémentaire, là il s'agit de demander une subvention, donc c'est une aide exceptionnelle pour les accueils de loisirs, donc on reste dans l'enfance et jeunesse, à la suite de la période du confinement. Il nous a été proposé une aide, et on pourrait obtenir cette aide à hauteur de 30 000 €. C'est une aide exceptionnelle. Donc, je vous demande d'approuver cette demande par la CAF. Donc, on va demander effectivement cet accompagnement, parce qu'on a eu quand même pas mal de frais, hein, comme dans toutes les communes du reste, pour cette période difficile du Covid. Donc, pour demander la subvention, avis contraire, abstention. Merci beaucoup à vous. Et vous, je veux intervenir sur quelques points. Donc, vas-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit des journées du patrimoine que vous allez vivre pendant la journée du 19 et du 20 septembre. Donc, il y a deux propositions à notre connaissance. La visite de l'église Saint-Nicolas de Bapaume, avec une exposition sur le parcours de la Via Francigena. Et venez vers 11 h, parce que ce sera le vernissage. Et le vice-président d'Égypte m'a dit, mais viens à 11 h parce que le maire de la commune, Jean-Jacques, nous offre un pot. Donc, venez plutôt vers 11 h le 19, ce sera très agréable sûrement. L'extérieur dans l'église, elle est grande. Oui, donc on arrivera à vivre. Et donc il y a, bon évidemment c'est sur les 2 jours, donc je vous engage à lire ce qui est publié par nos collaborateurs qui animent les situations des réseaux sociaux. Alors les visites quand même ici on les donne de 19, donc le samedi après le vernissage de 14 h à 18 h, et dans la journée du dimanche de 14 h à 18 h également, parce que le matin je crois qu'il y a la messe. Ensuite, l'église de Roquigny, qui est une église classée, donc un exemple de l'art déco, et donc avec une exposition, je crois, digne d'intérêt, parce que toute la restauration de l'église a été filmée et transformée en diapositive que l'on peut voir, puisqu'il y aura projection d'un diaporama. Alors, il y a une visite, je crois, l'après-midi, le dimanche après-midi privilégié, un peu, n'est-ce pas, monsieur le maire, Romain? Et l'horaire, c'est le 19, c'est de 14 h à 18 h, le 20 de 9 h à midi, et l'après-midi également de 14 h à 18 h. Et le musée Le Taille, évidemment, Jules et Denise Le Taille. Ici, vous avez eu des belles affiches comme ça, peut-être, qui sont arrivées, je crois, ça aurait dû arriver dans les communes, avec des visites. Alors évidemment, ce sont des situations un peu particulières,
parce que ce sera un peu filtré, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas rentrer en grand groupe. Et c'est ouvert de 13h30 à 18h, et le dimanche 20 de 10h à 12h30, et l'après-midi de 13h30 à 18h. Bien sûr, tout est gratuit, puisque les journées du patrimoine, vous savez que tous les locaux et tous les sites qu'on ne visite que ces jours-là, c'est gratuit. Alors ensuite de ça, il y a... Oui. Je voudrais rajouter aussi qu'il y a une exposition dans l'église, une exposition de photos sur les photos dans la ville. Oui. Une l'église avec une distribution de biscuits en verre qui sera disponible. À Bulcourt? Oui, très bien. Parfait. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on peut travailler finalement si quelqu'un a quelque chose à ajouter ou veut proposer une visite en plus dans les conditions que vous connaissez maintenant, qui sont pas... Enfin, nous allons de l'avant, nous sommes audacieux dans nos situations, nous gardons ce que nous avons prévu, et c'est notamment dans le cadre du festival Les Inouïs qui a été agréé par le préfet, tant sur Arras que sur la communauté urbaine et sur notre communauté de communes, puisque je vous ai donné le programme. Et le 26, il y a un parcours, un rallye en musique à partir des Buternes. Nous partirons de la belle église des Buternes et nous irons à Sailly-au-Bois. Alors c'est un rallye musical avec 3 départs possibles à 18h, 18h45 ou 19h30, des Buternes vers Sailly. Alors Sailly-au-Bois avec 4 pauses à Sailly-au-Bois, qui sont des surprises aussi. La dernière, ce sera dans l'église qui date de 1790, qui est située dans le cimetière et qui est en l'état du XVIIIe siècle et que déjà le département se propose de restaurer. Je ne sais pas si Madame Nicolas Jacques est là. En tout cas, on a déjà engagé les pourparlers et bientôt vous aurez une visite. Alors, si vous avez aussi des projets de restauration de tableaux ou de joyaux d'église, vous pouvez faire appel au département directement à moi si vous voulez, comme ça je ferai le relais. Je pense que ça ira un peu plus vite. Voilà. Et ensuite, donc ce rallye, j'espère que vous viendrez tous, ça s'appelle Le Monde vient à nous, vient à vous. Et avec des musiciens, on ne peut pas avoir d'orchestre. Donc on a des musiciens qui viennent de partout et qui pratiquent des instruments que vous ne connaissez pas, puisque ce sont des instruments qui appartiennent au folklore local ou à des civilisations qui sont différentes. Mais vous savez que la musique est un langage universel et que tout le monde peut l'appréhender. Ensuite, écoutez, les journées, les portes ouvertes d'ateliers d'artistes avec notre président Jean-Jacques Cotel, nous avons décidé de ne pas en parler cette année, puisque c'est le 3-4 octobre et que nous n'avons pas le temps, vu les conditions, de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait précédemment. Donc, on verra avec les écoles. On avait essayé de trouver 2 plasticiens sculpteurs pour venir faire des démonstrations et travailler avec les écoles, mais là, c'est un peu trop compliqué. Donc, on verra peut-être pour Noël ou avant la fin de l'année, comment on pourra rattraper le coup. Monsieur le Président, oui, à propos des médiathèques, c'est la dernière fois, j'en ai plus pour longtemps. Donc, nous allons recruter un bibliothécaire, assistant conservateur pour la tête de réseau, la médiathèque de Bapaume. Et ça va être, la personne va être recrutée le 23 septembre, excusez-moi. Et donc, il y a donc toujours la tête de réseau Bapaume, ensuite Bucois, Croisy et Coussama, Frémécourt, Hermé, Médecins Couture. Nous allons, avec Gabrielle Warin, qui est la coordonnatrice, aller vers toutes les équipes de bénévoles qui ont besoin de soutien. Parce que vous savez, elles tournent, les bibliothèques fonctionnent, mais avec les conditions que vous connaissez. Et c'est pas toujours, c'est fatigant. Et quelquefois, on a quelquefois un peu peur avec tout ce qu'on entend et quelquefois des interprétations mauvaises, mais qui n'apportent pas forcément la joie. Eh bien, à moins que vous ayez des questions, mes chers amis, ou des propositions supplémentaires. Michel. Oui. Je voudrais ajouter que jeudi prochain reprennent les Jeudis de la culture d'Aplacourt. Oui. Donc c'est Elisa Bonaparte. Oui, j'ai vu la tête d'Elisa en passant dans Aplacourt, oui. Elle était ravissante, oui. Elle était ravissante et donc elle sera présentée sous toutes les coutures, je pourrais dire, par Martine Valbert. Oui, c'est une historienne en retraite maintenant, mais que nous connaissons tous puisqu'elle participe aux travaux de la société. C'est jeudi. À 20h, oui. Dans les conditions du masque, etc. Oui, mais je ne sais pas combien tu peux mettre de personnes dans la salle. Alors, une 50aine de personnes dans les conditions... Oui.
Et Elisa, elle a déjà donné cette conférence à Morchy avec le SAAS, et je vous engage à aller écouter ce que raconte Martine Walder. Une valeur sûre. C'est une valeur. Oui. Bon, c'est vrai. Merci. La vie continue ou la vie reprend, ce qui est bien. Nous, on essaie de faire attention, comme je vous l'ai dit, et vraiment c'est un regret que l'on ne peut pas prendre le verre de l'amitié, mais j'espère qu'on pourra bientôt le faire. Merci à toutes et à tous de votre attention, et puis à la semaine prochaine, puisque lundi, la semaine prochaine, on a la conférence territoriale. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée, bon retour.